suis venue faire un travail avec les étudiants de l'université de Bogota à partir des questions que posent les mouvements que l'on appelle LGBT, hein, lesbiens, gays, bis et trans, dans notre époque, et les questions particulièrement que ces mouvements posent à la psychanalyse. Donc, ce soir, je dois intervenir dans une conférence publique plus large, avec une question plus large, mais qui concerne la perversion de la loi. Elle s'inscrit dans le cadre de ce séminaire. La perversion de la loi, c'est une question qui me paraît assez fondamentale. La perversion, toute l'œuvre humaine, tout ce que les humains ont pu construire, ne s'est pas accompli sans la pulsion de mort. Et c'est à ce titre que la perversion a un rôle fondamental. On la retrouve dans toutes les pratiques humaines, que ce soit la religion, la culture, le théâtre, la littérature. Et c'est à ce titre qu'elle intéresse la psychanalyse. Les psychanalystes s'intéressent à des choses très différentes que peuvent nous enseigner les sujets pervers. On utilise le terme perversion en psychanalyse de façon très différente. Il y a des sujets pervers, c'est-à-dire des sujets qui relèvent de la structure perverse. Et il y a aussi des traits de perversion. Et c'est très différent et c'est très important de se repérer au niveau du diagnostic entre les traits de perversion et le sujet pervers. Les traits de perversion sont présents dans toutes les structures cliniques, alors que le sujet pervers, c'est une position du sujet au regard de la jouissance et du désir. Donc ça, c'est une première chose, c'est de différencier, dont je parlerai ce soir, de différencier la perversion et les sujets pervers. Après une petite, ce soir, j'essaierai de montrer, après une petite excursion, une petite promenade étymologique qui explique d'où vient le mot perversion, comment on retrouve dans le sujet pervers l'origine, l'étymologie du mot perversion, qui est de retourner quelque chose pour retourner un signifiant, retourner une logique, retourner un discours pour faire apparaître l'envers et faire en sorte de rendre le sujet complice de sa pensée. Alors, on a dans la littérature de nombreux sujets pervers qui ont écrit, c'est-à-dire qui ont inscrit leurs questions dans la lettre et qui nous ont enseigné sur leur façon de faire avec la perversion. Alors, il y a, en gros, et ce que je voudrais démontrer ce soir, c'est qu'il y a trois façons de faire avec la perversion. Il y a une façon que le pervers utilise où il retourne le signifiant, il retourne le terme pour lui faire dire autre chose que ce qu'il dit. C'est une première chose que l'on trouve très facilement dans la littérature des sujets pervers, comme Gide, Genet ou Jouando ou Mishima. C'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire qui est de falsifier la langue, de falsifier le langage, et c'est quelque chose que on retrouve en particulier dans les pensées totalitaires. On retrouve ça dans il y a un linguiste qui a montré ça, qui s'appelle Victor Klemperer, qui a montré comment, du temps de l'Allemagne nazie, les nazis ont modifié la langue, ont trafiqué la langue pour lui faire dire autre chose de ce qu'elle disait, avec toute la déperdition de sens qu'il peut y avoir dans la richesse d'une langue vivante, comment ils ont pu modifier les termes du langage pour faire dire autre chose que ce qu'elle dit. Et la troisième façon qu'ont les sujets pervers de faire avec le langage, c'est de trafiquer la logique. Ce n'est pas trafiquer le signifiant, ce n'est pas modifier la langue, mais c'est truquer la logique. Et c'est une façon pour faire en sorte que le sujet, l'autre, le partenaire du sujet pervers, se trouve complice de son discours.
Alors je donne des exemples, évidemment, autant dans la littérature que chez les sujets totalitaires, que dans la logique totalitaire, que dans la logique même du discours. Je donne des exemples qui pourront vraiment permettre au public de comprendre ce qui se passe. J'utilise aussi un film, je ne sais pas s'il est connu en Colombie, c'est un film de Michael Haneke qui s'appelle Le Ruban Blanc, qui est un film qui se passe dans un petit village au moment de la guerre de 14, un petit village, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de crimes commis dans ce village, et l'instituteur cherche d'où viennent ces crimes. Et on s'aperçoit que ces crimes sont commis certainement par les enfants, qui sont les enfants du pasteur. Et ça montre comment, quand on demande à des enfants une obéissance inconditionnelle, une obéissance extrêmement rigide, on s'est aperçu que ça avait un effet terrible sur les sujets et que ça fabriquait des petits nazis, des sujets pervers. Et en Allemagne, on s'est aperçu dans les années 70-80 que beaucoup de crimes qui avaient été commis ont été commis par des enfants de pasteurs luthériens, parce que la culture luthérienne, l'obéissance qui est demandée à des sujets sans aucune concession, a produit des sujets pervers. Donc ça me semble tout à fait intéressant d'avoir une idée de ce qui se passe dans la civilisation, dans la culture, et comment la perversion joue un rôle fondamental dans la culture. Alors, et le dernier point, au fond, qui veut centrer toute cette question, c'est pour montrer qu'il y a une grande différence entre transgresser la loi et pervertir la loi. J'en arrive à dire que le sujet pervers ne peut pas transgresser la loi. Si vous voulez, chez le sujet névrosé, qui est un peu notre lot à tous, le sujet névrosé doit transgresser la loi et doit dépasser la loi du père pour trouver sa propre voie, son propre chemin vers le désir et pour s'inscrire dans une vie de sujet désirant. Mais le sujet pervers, lui, il reste complètement lié à la loi du père, qui est une loi phallique. Et à ce moment-là, il ne peut pas transgresser la loi, mais il pervertit la loi. Et il me semble que c'est vraiment un point vraiment essentiel de repérer ça, que la perversion de la loi, ce n'est pas la transgression de la loi. Et de ce fait, le sujet pervers reste enfermé dans une cage phallique, on pourrait dire avec son père. Il ne peut pas sortir de là. Et là où il croit jouir de tout sans aucune loi, c'est l'inverse. Il est enfermé dans un espace clos, finalement. Alors, la perversion de la loi n'a pas été capable d'inventer une nouvelle érotique, que ce soit Sade ou d'autres fervents d'une érotologie. Et en tentant de se libérer des lois humaines, ou en croyant se libérer des lois humaines, du meurtre, de l'interdit de l'inceste, de la barrière des sentiments, le sujet pervers n'ont pas pu créer le jeu dans les rouages de la loi, qui autoriserait une jouissance qui ne serait pas du côté du fantasme. Pour elle, il aurait fallu, pour cela, pour ces sujets, il aurait fallu qu'ils consentent à la castration, qui est la condition nécessaire pour transgresser la loi du père, mais c'est précisément ce que les sujets pervers ne peuvent pas faire, consentir à la castration. Et la psychanalyse, au fond, permet de saisir pourquoi le sujet pervers, qui défie la loi en permanence, il ne la transgresse pas mais il la défie, ne trouve aucune marge de liberté pour sa jouissance, et il reste enfermé dans le château de Seeling, c'est le château des 122 journées de Sodome, avec le catalogue des 600 perversions. Il n'a aucune liberté dans son rapport au désir et la jouissance. Voilà.